Voilà. Voilà, merci beaucoup d'être là, très nombreux. Il était un peu difficile de savoir combien vous seriez, donc malheureusement, il n'y a pas de chaises, pas autant de chaises qu'on aimerait. J'espère que vous allez tous trouver quand même à vous asseoir. En tout cas, merci beaucoup d'être ici. Nous avons la chance et l'honneur de nous retrouver autour d'Alexandre Hollan, avec Jérôme Tello et Alain-Madeleine Perdilla, que je vous présenterai dans un instant. Donc, dans cette exposition qui a ouvert il y a 3 semaines, en collaboration avec le Salon d'Art de Jean Marchetti, qui est également ici, et vous pourrez retourner voir, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, l'exposition de l'autre côté de la rue, je pense peut-être après la conférence. Donc la partie qui est exposée au Salon d'Art et la partie de l'œuvre d'Alexandre consacrée aux vies silencieuses. Vous savez, pour certains, qu'Alexandre partage son travail depuis plusieurs dizaines d'années, principalement entre deux sujets qui font l'essentiel de son œuvre. Les arbres d'un côté, explorés chaque été, notamment dans la maison de vigne, le petit Mazet qu'il a acquis dans l'Hérault dans les années 80, et autour duquel une dizaine d'arbres, une douzaine peut-être aujourd'hui, l'intéressent particulièrement et auquel il revient sans cesse, avec des manières très différentes, comme vous le voyez dans l'exposition que nous présentons ici. Et notre projet en montant cette exposition, c'était de montrer la diversité de cette approche de l'arbre et comment un sujet qui peut paraître aussi délimité, circonscrit, ouvre au cours de décennies de création des perspectives créatives aussi larges et aussi riches. Et donc voilà, les arbres, motifs de l'été plutôt, et puis maintenant poursuivi aussi dans l'atelier parisien, et puis les vies silencieuses, motifs de l'intérieur et plutôt de l'hiver traditionnellement. Donc ces deux expositions nous permettent avec Jean Marchetti de montrer les deux pans du travail d'Alexandre, un travail qui a suscité beaucoup de collaboration et qui a inspiré beaucoup de réflexions poétiques, philosophiques parfois, à nombre d'auteurs, parmi lesquels évidemment Yves Bonnefoy tient une place tout à fait particulière. Et c'est de la pensée d'Yves Bonnefoy sur l'œuvre d'Alexandre que nous allons particulièrement parler ce soir, notamment grâce à Jérôme Tello, qui est professeur des universités, qui enseigne à l'université de Lyon, qui est spécialiste de poétique et particulièrement d'Yves Bonnefoy, à qui il a consacré sa thèse de doctorat, si je suis exact. Jérôme Tello prépare notamment l'édition des œuvres d'Yves Bonnefoy dans la Pléiade. Et parmi d'autres ouvrages, il a publié l'an dernier, en 2016, année de la disparition d'Yves Bonnefoy, un ouvrage rassemblant les textes écrits par Yves Bonnefoy sur Alexandre Hollan, ce livre que vous avez pu feuilleter. Alain-Madeleine Perdilla est historien de l'art. Il a exercé de nombreuses responsabilités, notamment à la Réunion des musées nationaux et à l'Institut national d'histoire de l'art. Il est également spécialiste de l'œuvre de Bonnefoy. Il a écrit sur Yves Bonnefoy et sur Alexandre Hollan. Et puis, il a été un ami très proche d'Yves Bonnefoy que vous avez très, très, très bien connu. Voilà, mais je vais leur laisser la parole, et peut-être d'abord à Jérôme Tello pour présenter ce livre. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à chacune et à chacun. Bienvenue donc pour ces quelques remarques que nous allons faire. Nous avons conçu l'idée que cette conversation pourrait avoir différents temps.
Le premier de ces temps, je présenterai justement ce livre, remarquable à plusieurs égards. Après avoir parlé ainsi de ce livre, quelques moments pour vous le présenter, nous avons conçu l'idée d'entendre Alexandre, auquel quelques questions seront posées sur son rapport à Yves Bonnefoy, sur le rôle que leur amitié a joué dans son destin d'artiste, et après quoi, pour ne pas nous en tenir seulement à la pensée de ce livre, et une conversation s'en suivra sur le travail actuel d'Alexandre, en particulier puisque sur ces murs figure plus d'une image que quelqu'un comme Bonnefoy n'a jamais commenté, n'a même jamais vu, et par conséquent c'est un travail qui va son chemin au-delà de ce qui a pu être dit dans ce livre. La troisième partie de notre exposé portera donc sur le travail actuel d'Alexandre, et alors ce sera plutôt Alain, Madeleine Perdriga, qui sera mieux placé pour en faire la synthèse ou interroger Alexandre sur les points sensibles. Voilà. Donc le tout devrait nous prendre une petite heure selon le désir de chacun et de tous, sachant d'autre part qu'il serait bon, je suppose, qu'ensuite on ait une conversation à plusieurs voix et que Alexandre puisse répondre aux questions que tel ou tel voudrait éventuellement lui poser. Bon, donc il me revient de vous présenter en quelques mots ce livre, d'ailleurs à tous égards remarquable, ne serait-ce qu'à ce premier égard, comme il vient d'être dit, que c'est un livre qui est apparu il y a juste un an. Et il y a juste un an, Yves Bonnefoy était encore parmi nous. Je vous rappelle qu'il est décédé le 1er juillet de l'an passé, 2016. Il était né en 1923, il avait donc 93 ans. De telle sorte que ce livre est très exactement son dernier livre, d'un certain point de vue, car d'un autre point de vue, ce n'est pas le cas. Je vais m'expliquer. C'est son dernier livre, puisque, en effet, l'ouvrage est sorti des presses quelques jours, 5 jours avant le décès d'Yves Bonnefoy, tant et si bien d'ailleurs que le poète ne l'a pas vu, puisqu'il était trop malade pour en prendre conscience. Et d'ailleurs, en fait, le livre qui avait été imprimé à l'étranger n'était pas encore en France. Donc il était sorti de presse avant le décès d'Yves, mais celui-ci ne l'a pas vu. Le livre a paru en librairie en France en août de 2016, donc un mois et demi après le décès du poète, et il a paru très vite en Hongrie et en traduction hongroise, à Budapest, donc cofinancé d'ailleurs par l'ambassade de France à Budapest, et nous avons pu le présenter là-bas à peu près à la mi-décembre. Bon, c'est donc en effet matériellement, physiquement, le dernier livre du poète, mais il faut émettre cette réserve que je faisais entendre à l'instant, que ce n'est pas un livre constitué de nouveaux textes de sa plume de sa dernière année, par exemple. Les vrais derniers livres d'Yves Bonnefoy, ce sont ceux qu'il a publiés cette même année 2016, 3 mois avant de décéder. D'un côté, Ensemble encore, qui est un livre de poèmes, et de l'autre côté, L'Écharpe rouge, qui est un livre à proprement parler admirable d'ailleurs, disons d'autoréflexion, de connaissance de soi, d'examen de soi. C'est un livre, disons vulgairement autobiographique, mais ce mot d'autobiographie ne rend pas compte de la tentative qui s'y trouve d'une généalogie du fait poétique en la conscience de celui qui s'en porte responsable. Donc ce sont ces deux-là les vrais derniers livres du poète. Ensemble encore et L'Écharpe rouge. Bon, enfin, tout de même, factuellement, physiquement, ce livre-ci est sorti juste après les deux que je viens de mentionner. De quoi est-il fait, ce livre? De la totalité des écrits que Bonnefoy a consacrés à Alexandre Lannes. Donc, à vrai dire, c'est un livre indispensable, c'est à proprement parler une somme, et une somme exhaustive. En l'occurrence, donc, c'est un ensemble de 9 textes. Et le premier de ces textes a été composé en 1985, et le dernier de ces textes a été composé tout de même en 2015, c'est-à-dire peu de temps avant la fin de la vie de son auteur. Et par conséquent, le sous-titre est justifié 30 années de réflexion, 1985-2015. Bon. Quelques mots sur ces 9 textes. Le tout premier, précisément, de
je me trompe avec 85, en fait. La rencontre entre Yves Bonnefoy et Alexandre Lannes est de 85, mais le texte est un petit peu après, de 88, quelque chose comme ça, 88. Ce tout premier texte est vraiment formidable. Enfin, je veux dire, moi je le trouve génial, ce premier texte, parce qu'il est fait d'une page, et les 8 textes qui suivront pendant les 30 années suivantes déploieront ce qui intuitivement était ramassé d'une façon extrêmement intuitive dans cette première page-ci. D'autre part, il vaut la peine de mentionner le troisième texte qui est rassemblé là, puisque c'est celui qui avait paru sous le titre « La journée d'Alexandre Lannes », publié alors en 1995, et qui constitue alors vraiment une manière de monographie, une tentative de ressaisie de la totalité du chemin d'artiste d'Alexandre. Et cela vaut la peine d'être dit, ce n'est pas un article de circonstance à l'occasion d'une exposition comme sont la plupart des autres, c'est vraiment, disons, une entreprise de visite aussi exhaustive que possible de cette œuvre. Et d'ailleurs, c'est un livre qui a été préparé au long cours avec une documentation riche, de façon que l'ouvrage vaille comme monographie. Et cela vaut la peine d'être dit parce que Yves Bonnefoy n'a consacré qu'à 3 peintres une monographie pour chacun. En l'occurrence à Giacometti, le livre monumental qui avait paru chez Flammarion, puis à Goya. Et donc il y a eu aussi une monographie consacrée à Alexandre. Voilà pour le troisième texte, qui reparaît ici un peu différemment de son édition originale, puisque cette dernière avait été accompagnée d'images choisies, et là, ce sont d'autres qui figurent pour accompagner ce texte. Encore 2 ou 3 mots sur, non pas tous, mais au moins quelques-uns des textes qui suivent ce troisième. L'un d'eux porte sur les rapports entre Alexandre Lannes et Morandi, et un autre porte sur les rapports entre Alexandre et Giacometti. Et il y a là donc une sorte de trinité sacrée, pourrait-on dire, de trio, pourrait-on dire aussi simplement, dans l'esprit d'Yves Bonnefoy, Giacometti, Morandi et Lannes occupent un lieu d'esprit que revisite, une sorte de triangle en quelque sorte, où la pensée se reprend, se repère et se reprend, que revisite continuellement Bonnefoy, parce que c'est un trait très remarquable de l'œuvre de Bonnefoy que la réflexion y est inapaisable et il ne s'émancipe jamais d'un problème qu'il a commencé à se poser, ni d'un auteur qu'il a commencé à interroger. Nombreux sont les esprits critiques qui, ayant interrogé quelqu'un un peu sérieusement, eh bien, somme toute, peuvent se détourner de lui, continuer leur chemin en oubliant un peu l'étape que celui-ci aura constituée pour eux. Il n'en va pas ainsi du tout pour Yves Bonnefoy. Il suffit qu'il commence à interroger une œuvre pour que 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, 8 ans plus tard, il revienne à celle-ci, inlassablement, parce que, somme toute, la première intuition demande à être vérifiée ou à être corrigée. Et donc, il en est allé pour Alexandre, comme pour beaucoup des auteurs dont il a parlé, disons Baudelaire, Shakespeare, Nerval, qui vous voudrait dire Mallarmé ou Louis-René Desforêts, ainsi de suite, puisque cette œuvre critique, comme vous savez bien, est immense. Il remet sur le chantier d'année en année, et c'est une des beautés et une des saveurs de ce livre-ci, indiscutablement. Et donc, sa réflexion sur Giacometti, eh bien, il a fallu qu'elle repasse, en quelque sorte, sous les fourches codines de l'œuvre d'Alexandre. Et sa pensée sur Morandi, elle a dû aussi, disons, consentir à se laisser vérifier ou, au contraire, infirmer par l'apport d'Alexandre Lannes. Donc ceci est assez intéressant aussi pour la complémentarité de l'ensemble de l'œuvre. Ce n'est pas un ouvrage séparé par rapport à celle-ci, c'est un ouvrage qui entre en discussion avec la totalité de ce qu'a fait Yves Bonnefoy. Maintenant, je voudrais parler de la présentation matérielle du livre, parce qu'elle est assez singulière, d'une part, et d'autre part, il se fait qu'elle a été délibérément conçue par Alexandre. Après tout, il pourrait en parler beaucoup mieux que moi, mais puisque j'ai le micro, je continue encore un peu. Le fait est que le livre s'ouvre sur une suite d'images, comment dirais-je, sans commentaire, et dont la plupart, ou peut-être toutes, sont en noir et blanc, et dont quelques-unes, d'ailleurs, sont des photographies, suivies ensuite par des dessins. Après viennent les textes eux-mêmes, disons, rythmés par, de temps en temps, une image à l'orée de ceux-ci, et après les textes, comme on avait eu au début, une série de reproductions, de nouveau, et cette fois-ci en couleur, et c'est un
genre de composition d'ouvrage original, à vrai dire. Donc on a une partie d'image, une partie de texte, une partie d'image. Ceci est l'œuvre d'Alexandre. Tout à l'heure, il voudra peut-être nous dire pourquoi. Parmi les images qu'il y a là, je veux en mentionner une, tout simplement parce que je l'aime beaucoup et que je veux la faire partager. Il s'agit d'une photographie. Cette photographie, le hasard fait qu'elle a été prise par un neveu d'Alexandre, Joseph Studinka. C'est une image, si vous avez le livre avec vous, qui se trouve pas bien loin, au début du livre, à la page 24. Je vous la montre pour le cas où vous ne l'auriez pas sous les yeux. Vous devinez, l'un ou l'autre de ces grands arbres, c'est le quoi, le grand foudroyer? Le foudroyer, oui. Le foudroyer, parce que vous savez bien qu'Alexandre baptise à proprement parler ces arbres, ou au contraire reconnaît que ces arbres s'appellent ainsi. En tout cas, il parle avec eux, et parlant avec eux, les arbres sont dans sa vie des présences, et même des amis, à proprement parler, et les amis ont un nom, naturellement. Et du coup, bon, voilà, chacun des arbres d'Alexandre a un nom. Celui-ci, c'est donc le foudroyer, et il compte, on voit bien que ce n'est pas un petit arbre, et devant cet immense ami, il y a un autre ami qui est de dos, qui est Yves Bonnefoy, qui tient son bonnet comme un enfant pourrait le faire. C'est une image très émouvante parce qu'il nous dit au revoir, vous voyez, et il nous tourne le dos et va rejoindre les arbres qui étaient pour lui aussi des amis. Je raconte ceci d'abord parce que j'attire votre attention sur cette photographie, vous pourrez la regarder ensuite. Mais parce que j'aime raconter aussi cette anecdote-là. Un autre livre d'Yves avait paru chez ce même éditeur, consacré à Titus Carmel, non oui, Titus Carmel. Et en effet, il y avait une photographie du poète et celui-ci était très furieux contre la photographie. Et sur son lit d'hôpital, il me demande, mais Jérôme, est-ce que là... Non, c'est pas Farad. Oui, je suis sûr, oui. Non, c'est Titus Carmel. Et il me dit, est-ce que la photo va être aussi moche qu'elle l'était dans le livre sur Titus Carmel et tout? C'est quand même drôle, il était à l'hôpital, il avait envie que la photo soit convenable. Alors je l'ai rassuré. Voilà. Voilà pour l'anecdote. Il faut d'abord se remettre en esprit la grande prose d'Yves Bonnefoy. Yves Bonnefoy fut l'un des grands poètes de notre langue, mais il fut aussi l'un des prosateurs de la prose cadencée, de la prose nombreuse, qui est la grande tradition de la littérature française. À vrai dire, il est l'un des grands auteurs de la grande prose française. Et du coup, pour commencer, je vais vous faire entendre, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, un passage de ce premier texte dont je parlais tout à l'heure, où il me semble ramasser toutes les intuitions qui seront déployées ensuite, et c'est l'extrait que nous avons retenu pour la 4e de couverture. Alors évidemment, c'est une phrase qui remue par tous les bouts, vous voyez, qui va dans les profondeurs, qui a 1000 bras et qui ramasse par en dessous énormément de substances, à la fois de pensée et de vie inconsciente. Alexandre Holland, à sa façon, est peintre d'icônes. Il cherche par quelle voie dans l'image notre rapport à la transcendance, ou l'immanence, comme on voudra, peut reprendre, malgré les mots, qui ne savent plus. Par quel silence des formes, l'apparence transfigurée peut poser à nouveau pour un jour sa main méditante sur notre épaule. Il affronte l'être là, se faisant présence. Il peint des surgissements, des rencontres. Il parle avec l'olivier ou le chêne. Et ceux-ci ne sont plus des hasards de son environnement, mais des compagnons de sa vie, laquelle se confond de ce fait avec sa recherche de peintre au meilleur de son devenir. Le passage de la perception d'infini à l'attestation d'absolu, alors j'en reparlerai tout à l'heure, donc je relis ce début de phrase, le passage de la perception d'infini à l'attestation d'absolu a décidé d'une vie. Exactement ce que la poésie permet d'espérer, qui est dans les mots mêmes la même visée que celle qui entraîne Holland dans les profondeurs du visible. Bon, tout le livre est de cette tessiture, de cette ampleur de visée et d'harmonique.
comme d'ailleurs la plupart des proses de cet écrivain. Bon, il s'ensuit une tentative d'élucidation de ce que fait Alexandre, au moins à 4 égards. Je ne vais pas faire une conférence ici, je veux simplement fixer les idées, donc j'en ai pour 3 minutes sans vous lasser. Il y a dans cet ouvrage, disons, une psychologie de l'artiste, une éthique de l'art, une ontologie de la forme et aussi sans doute une poétique de l'œuvre. Une psychologie de l'artiste, cela veut dire que Yves Bonnefoy recherche toujours ce qui, dans l'enfance de l'artiste, a pu susciter la vocation qui est la sienne. Mais ce n'est pas une psychanalyse, ce n'est pas un comportementalisme quelconque, car l'expérience originaire qu'il débusque dans la vie d'Alexandre Lannes, comme dans la vie de tous les artistes, c'est celle par laquelle, brusquement, à l'enfant, le monde, à un moment, a manqué. Le monde a clignoté, disons. Il était présent, il s'est fait absent, et d'une absence qui, elle-même, remuait dans les profondeurs. Et c'est donc une expérience, non pas de la vie de famille, non pas de la fratrie, c'est une expérience du monde. Et ceci est intéressant parce que cette psychologie de l'artiste, elle vaut en quelque sorte pour tous les artistes que Bonnefoy a interrogés. Si bien qu'on a là une sorte de généalogie de la vocation et qu'on peut du coup moins mal comprendre ce qui fait que quelqu'un se consacre à cette étrange activité de peindre. Le monde ayant manqué enfant et cependant ayant manqué sur le mode d'une plénitude absente, eh bien il se fait que la vocation de l'art en est née. Je ne peux pas développer naturellement, mais voilà à peu près comment Bonnefoy s'y prend. Et d'autre part, il s'ensuit, oui, une éthique de l'art, pour autant que l'art n'est pas la production d'œuvres s'autonomisant, disons, dans leur suffisance, mais que l'art est un chemin dans la vie, un souci de soi, pourrait-on dire, un souci du soi, un souci que le soi a avec lui-même pour s'établir dans un rapport de plénitude sensée avec le monde sensible. L'art est une recherche incessante, est une suite d'exercices spirituels, en quelque sorte, par quoi l'artiste essaie de clarifier son regard, de simplifier sa conscience et de se rétablir, disons, dans un rapport d'unité avec ce qu'il aime. Il s'ensuit, disais-je, une manière d'ontologie de la forme, c'est un peu pompeux, mais ça veut simplement dire que chez un artiste comme Alexandre, ou chez tous les artistes que Bonnefoy interroge, la forme, encore une fois, n'est pas souveraine, la forme n'est pas suffisante, la forme ne se préfère pas, elle est bien plutôt un champ de force. La force n'advient à l'apparaître de l'œuvre que pour autant qu'une force s'y trouve véhiculée, qui n'est pas autre chose d'ailleurs que la force de la vie. Ce mot de vie n'est pas si fréquent dans le vocabulaire d'Yves Bonnefoy, mais en revanche, il est très fréquent dans le vocabulaire d'Alexandre Lannes, qui lui-même réfléchit sur ces choses avec sa manière à lui, dans les livres que vous connaissez sans doute, et dont quelques-uns sont exposés là-bas, sur les tables, qui ont pour titre « Je suis ce que je vois ». La vie est ce qu'un peintre comme Alexandre cherche non pas à capturer, mais, comment dirais-je, à épouser, et à épouser par le biais des formes qui sont des forces. Au total, disais-je, il s'ensuit une manière de poétique de l'œuvre. Et là, Bonnefoy, au contact de l'œuvre d'Alexandre, comment dirais-je, ressaisit sa propre idée de ce qu'il appelle la poésie. Alors, juste en un mot ou deux. La poésie, selon Bonnefoy, c'est-à-dire comment dirais-je, l'événement qui se produit dans une destinée comme celle d'Alexandre, c'est l'attestation de la présence, maître mot du vocabulaire du poète. Et qu'est-ce que la présence ? La présence, c'est l'ajointement, comme tout à l'heure le texte cité le faisait entendre, la présence, c'est l'ajointement de l'infini et de la singularité. La vie ne se produit que comme singularité successive. Cet arbre-ci n'est pas le même que l'autre, et cet autre n'est pas le même que le troisième. Cet arbre-ci est un individu singulier à nul autre pareil. La présence est l'attestation de la singularité de quiconque existe, et ce pot, pour parler de l'exposition qui est de l'autre côté de la rue, n'est pas le même que son voisin, et ces deux pots ne sont pas le même que l'arrosoir, et ainsi de suite. L'attestation de la présence est l'attestation du mystère absolu de la singularité. D'autant que cette singularité est aussi un infini.
Je disais, la présence, c'est l'ajointement de l'absolu et de l'infini. L'absolu, cela désigne la singularité de ce dont on témoigne, tandis que l'infini, cela désigne le surcroît de la chose réelle par rapport à toutes les catégories de l'esprit. Un arbre excède toute idée que j'en ai. Une présence singulière comme celle d'ici outrepasse les mots que je pourrais utiliser pour la nommer. Il y a une sorte de transcendance, c'est le mot qu'il employait tout à l'heure, une transcendance de chaque chose qui existe par rapport à la nomination, par rapport à la représentation, par rapport à la figuration. Un poète comme Alexandre, un poète comme Yves Bonnefoy l'entend, un poète comme Yves Bonnefoy considérait qu'Alexandre est, c'est quelqu'un qui témoigne donc et de cette singularité qu'il appelle l'absolu et de l'infini, de la sensation par rapport, en surcroît par rapport à toute nomination. Voilà ce dont le livre traite dans cette prose inventrice à tout moment que vous savez. Voilà pour la présentation de l'ouvrage. Peut-être il faut demander à Alexandre ce qu'il... D'abord, comment il a rencontré Yves Bonnefoy, et ensuite, de quelle sorte fut leur collaboration, s'il y en a une, ou en tout cas, quel fruit a apporté l'amitié qu'ils eurent. On peut peut-être commencer comme ça. Et donc, Alexandre, je te laisse la parole. Quand je suis arrivé en France, en fin de l'année 56, je ne parlais pas du tout le français. J'étais étranger dans ce pays, dans cette culture. Et j'ai pu commencer très vite comme élève libre aux Beaux-Arts et comme étudiant aux arts décoratifs. Mais dans cette période de ma vie, je me sentais tout à fait désorienté. Je cherchais quelque chose que, d'une part, à cause de mon manque de vocabulaire, je ne pouvais pas exercer en mots, et d'autre part, j'ai compris que dans la peinture qu'on nous a suggérée, nous a proposée à cette époque, ça ne correspondait pas à ce que je cherchais. Donc c'est dans cette situation, à la fin des années 60, que je rentre dans une librairie et je vois un très beau livre, et c'était L'arrière-pays d'Yves Bonnefoy. Je ne sais pas s'il y a plusieurs personnes qui l'ont lu ici. Pour moi, ce livre était ma rencontre avec quelqu'un qui est comme moi, qui cherche, qui n'a pas trouvé, qui cherche continuellement et sa recherche va dans beaucoup de directions, comme la mienne à cette époque. Donc, tout d'un coup, je savais que je ne suis pas seul. Et je ne connaissais pas du tout encore Yves. Donc, cette rencontre était pour moi précédée et
était plus forte, presque plus forte que le moment, en 10 années ou un peu plus tard, quand je l'ai rencontré personnellement. Et quand je l'ai vu, j'ai tout de suite senti que quelque chose se passe sans mots entre nous. J'étais chez des amis à l'occasion d'une exposition. On était logés dans la même maison avec Yves. On a fait un voyage de 2 jours. De 2 jours avec lui. Vous m'entendez bien au fond. Et je sentais que quelque chose peut se passer sans mots avec quelqu'un qui ne vit que pour donner des mots à l'impossible de la vie. Et donc, j'ai très peu parlé avec lui, mais je sentais aussi comment il est, comment est son écriture, comment je vois encore sa démarche, qui est une démarche rythmée, un peu lente, un peu paresseuse. Et donc il y a quelque chose dans l'homme qui précède les formes et qui, chez nous, a précédé notre collaboration qui venait après avec plusieurs livres d'artistes qu'on a fait. J'ai amené 2 ou 3, mais seulement des petits restes de livres. Je crois que ce n'est pas intéressant de vous les montrer, ou très peu intéressant. Mais le travail qui s'est fait pour ces livres permettait qu'on se voit régulièrement, semaine après semaine, qu'on reste longtemps à chercher une image, à réfléchir sur un texte que je comprenais un petit peu, parce que je commençais déjà à comprendre le français, mais c'était des textes poétiques très difficilement cernables. Et je sentais aussi qu'avec lui, on est dans un monde où la poésie et la peinture se comprennent. Pour moi, les images d'Yves sont des images que je comprends beaucoup plus que les images d'autres poètes. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous avez lu, par exemple, les Raisins de Zeuxis, ou si vous avez lu quelques poèmes ou récits poétiques comme L'alchimiste de la couleur, comme La tâche d'inexister, comme tellement d'autres. Ces images sont des images qu'un peintre a besoin d'une image qui n'est pas visuelle, qui est comme une idée mise en mots. Alors voilà un peu pour
peut-être pour la première rencontre avec Yves et pour la première rencontre avec ce monde qui est la poésie pour moi. Au fond, qu'est-ce que nous cherchons, un poète et un peintre? Un peintre cherche quelque chose qui n'est pas visible. Enfin, un peintre comme je pratique la peinture, et ma manière de regarder se tournait depuis très longtemps vers un monde extérieur. Parce que dans ce monde extérieur, le visible est caché pour moi depuis mon enfance, quelque chose qui était tout à fait vivant et vrai, et qui n'était pas aussi vrai pour un appareil de photo. Pourquoi? Parce que le visible cache quelque chose. Donc, la première approche est cette forme de non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas un arbre, ce n'est pas un tronc, ce n'est pas du verre. Et cette sorte de révolte contre une forme, elle met en mouvement la vie. C'est intéressant parce que, cette idée de non, Yves Bonnefoy serait parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire, évidemment. Il a souvent dit que ce qui est à faire, c'est le négatif. C'est-à-dire qu'il faut commencer par défaire les préjugés qu'on a sur le monde, les représentations qui sont livrées par les codes communs, les figures de la réalité qui sont transmises. Il faut dire non, même à l'apparence que tu appelles visible, qui est visible d'ailleurs, pour donc faire advenir à soi ce que tu appelles l'invisible. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire quoi? L'invisible est quand même la présence pour Yves. Je ne sais pas exactement ce qu'il entend par là, mais je sais que quand je me libère de mes projections, c'est-à-dire de ce mouvement qui crée les projections autour de moi, alors, au moins quand ce processus de projection se ralentit, se calme, je commence à sentir le monde extérieur. Je commence à sentir une distance. Je commence à voir que vraiment, il y a quelque chose là. Et quand je le sens, je sais que quelque chose vient et me nourrit. Et
c'est cette forme de sensation naissante que je comprends comme le premier aspect de la présence. Il y a quelque chose qui est là, qui n'est pas loin, qui est ici, qui n'est peut-être pas tout à fait, qui n'habite pas dans mes profondeurs, mais qui est tangible. Souvent, quand tu parles ainsi de ta vocation, de ta recherche, comme tu as dit, on a l'impression, disons, d'une sagesse qui cherche à établir un rapport au monde, désencombré des projections et témoignant de l'invisible. Quel est le rapport entre cette sorte d'effort, cette sorte de recherche et le fait de peindre? Car enfin, tu en parles comme si, somme toute, tu étais un moine bouddhiste ou quelque chose de, disons, un contemplateur, un méditant, mais ce n'est pas ça. Tu dessines, tu peins. Quel est le rapport entre ce que tu viens de décrire comme attestation de l'invisible et, disons, l'activité qui est celle du peintre et dessinateur que tu es? Je ne sais pas si vous avez eu une impression dans cette exposition, par exemple, qui se retrouve presque partout. C'est des traits, c'est un tracé. Un tracé, c'est un mouvement. Donc, cette sensation que j'ai évoquée tout à l'heure, elle a besoin de se manifester pour qu'elle survit dans le temps. Et pour moi, la meilleure manière d'exister, c'est de dessiner ou de peindre. Si je n'ai pas de papier, cette étape, ce contact, il a du mal à trouver un support. Peut-être une dernière question sur cette relation entre Bonnefoy et toi, puis après on parlera du développement récent de ton art ou de ta manière ou de ton chemin. Y a-t-il dans ce grand livre un aspect de ton travail, disons, auquel tu tiens particulièrement, mais dont Bonnefoy n'aurait justement pas parlé du tout? Pour compléter le livre, y a-t-il quelque chose à dire à quoi tu tiens? Je crois que j'ai besoin de réfléchir pas comme un homme intelligent, pas comme un homme qui a utilisé sa tête pour avancer dans le monde dans le monde de l'intelligence. Et ma manière de chercher est de réfléchir en étudiant. J'étudie, si vous allez par exemple dans l'autre galerie, vous verrez trois
trois fois la même peinture est volontairement chacune très différemment traitée. J'ai besoin de faire le tour d'un problème. Cette manière de procéder, je crois qu'Yves ça ne l'a pas intéressé. Il n'a pas pensé que je suis un étudiant. Que je suis un étudiant. Il dit à un moment dans son livre dans son livre sur toi, qu'il faudrait pouvoir penser comme un arbre pense. Ah oui, c'est pas mal. Tout à fait. C'est tout à fait ma manière d'essayer de réfléchir. Cette difficulté, par exemple, de parler avec un arbre, parce qu'un arbre ne parle pas une langue, ne connaît pas ne sait pas ce que c'est qu'un tronc, une feuille. Donc, il sait seulement dire non d'une façon que je sens que c'est pas ça. Alors je dois l'interroger indéfiniment. Et de temps en temps, je sens qu'il y a un accord. Il accepte. Et c'est à ce moment-là que quelque chose commence. L'idée que les arbres parlent est encore une idée que Bonnefoy partage avec toi, qu'il aurait été content de réentendre ce soir. Il disait volontiers que l'arbre était un signe que la matière universelle voulait bien nous faire. C'était un homme qui était hanté par l'hypothèse que nous ne sommes que néant, l'hypothèse que notre condition est, disons, vanité des vanités, et que nous ne sommes que de vaines formes de la matière, mais qui était hanté aussi par la possibilité qu'il n'en aille pas ainsi. Et il a consacré sa vie entière à lutter contre la tentation nihiliste qui était en lui, comme dans l'Occident depuis quelque temps. Et il voyait dans l'universelle matière, qui est justement le désert du sens, qui est la manifestation même de l'insignifiance de notre destin, à des moments, la survenue d'un signe, comme si la matière se retournait contre soi de façon à apparaître comme parole. Et justement, l'arbre, c'était une matière qui se retournait contre son statut de matière pour accéder à la parole. Alors il disait, on est là dans un chemin, bon, rien ne se passe, nous ne sommes que rien, bon, d'accord, tout est perdu. Et puis, au carrefour, il y a un arbre qui se dresse. Et cet arbre, c'est justement une promesse, un signe que la nature nous fait pour nous dire « Mais non, ne vous affolez pas comme ça, vous n'êtes pas seulement de la matière, vous n'êtes pas seulement du néant, je vous parle et on peut entrer en conversation. » Bon, je me souviens de tout ça, c'était très beau. Je ne sais pas si ça a du sens de dire ça. En tout cas, je l'ai dit. Bon, on va peut-être venir à un autre moment, c'est-à-dire le moment de ton œuvre depuis quelque temps, Alexandre, de cette part de ton œuvre dont Bonnefoy, pour le coup, n'a pas parlé, puisqu'il ne l'a guère connue, ou pas du tout. Et du coup, je vais peut-être laisser la parole à Alain, qui connaît ça infiniment mieux que moi. Et je te donne d'ailleurs, Alain, le petit appareil adéquat que tu dois afficher dans ta chemise. Voilà. Ça marche? Ça marche? C'est assez difficile de prendre la parole après Alexandre et Jérôme, qui ont déjà dit énormément de choses.
Toutefois, je voudrais dire une chose qui me frappe beaucoup sur une certaine communauté qu'il y a entre la pensée d'Yves Bonnefoy et la peinture d'Alexandre. Yves Bonnefoy a écrit sur de nombreux peintres, sur Goya, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup écrit sur Giacometti, il a écrit sur Morandi, sur les peintres de la Renaissance, sur Poussin. Mais peut-être qu'il est plus étranger à ces œuvres que je viens de citer qu'à l'œuvre d'Alexandre. Ce qui me frappe beaucoup, c'est vraiment, j'ai utilisé le mot commun, oui, c'est une communauté. Et je voudrais essayer de dire 3 mots là-dessus. Essentiellement, l'œuvre d'Yves Bonnefoy, c'est une critique très forte du concept. Si vous lisez tous les textes théoriques et même sa poésie, c'est essentiellement l'idée, malgré tout, que le concept nous rend invisible en partie le monde. Et au fond, d'une certaine façon, dans l'œuvre d'Alexandre, c'est constamment une critique de la forme. Il écrit même dans un des volumes cité tout à l'heure par Jérôme, il écrit que la forme est un drame. Et je crois qu'il pourrait le dire de la même façon de la couleur, parce que d'une certaine façon, la partie de son œuvre qui concerne les arbres, c'est une critique de la forme. Il le dit lui-même, Alexandre, un arbre, d'une certaine façon, n'a pas de forme. Il est en mouvement permanent, avec les feuilles, les branches, dans l'air, la lumière changeante, etc. Il n'y a pas une forme qui serait l'arbre. Il y a une sorte, dans l'arbre, une explosion même de la forme. Et je crois que l'intérêt fondamental de base chez Alexandre, c'est précisément que l'arbre en lui-même est une critique de la forme qu'il faut savoir rendre. Et je crois que ton effort, c'est constamment, justement, d'essayer de rendre ça jusqu'à un point où presque, à vrai dire, l'arbre disparaît. Mais en même temps, même si certaines œuvres pourraient contredire ce que j'avance ici, jamais il y a une acceptation complète de l'abstraction dans l'œuvre d'Alexandre. Et j'allais dire que cette critique de la forme, comme la critique du concept chez Yves, on la retrouve aussi dans les œuvres présentées dans l'autre galerie, qui sont, pour le coup, non pas une critique de la forme, mais une sorte de critique de la couleur telle qu'on la croit courante. On voit les couleurs, mais on s'aperçoit que les couleurs, en fait, sont structurées par des concepts. C'est si vrai que dans d'autres civilisations, le jeu conceptuel fait que les couleurs ne sont pas du tout perçues de la même façon. On cite toujours le cas, par exemple, qui me vient à l'esprit, là, des Esquimaux, des Inuits, qui voient là où nous ne voyons qu'un blanc, ils en voient 35 blancs différents. Ça fait réfléchir. Ça veut dire que la perception qu'on a du blanc est dans une séquence conceptuelle qui est relativement limitée et qui peut varier en fonction des civilisations, des langues, des lieux. Et je crois que tout l'effort des vies silencieuses, puisque un peu comme les Allemands et les Anglais, Alexandre préfère le mot vie silencieuse, vie tranquille, au mot nature morte, où il y a ce mot mort qui fait que ça retombe. En fait, que voit-on dans les vies silencieuses d'Alexandre? C'est une recherche des couleurs véritables. Et que prend-il, d'une certaine façon, comme exemple? Qu'est-ce qui l'a, d'une certaine façon, éveillé à cette inquiétude de la couleur? C'est des objets
dont les couleurs étaient décomposées. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais un jaune, un rouge net, un bleu net, comme par exemple dans certains tableaux, je pensais à Mondrian, hein, qui précisément cherche tout au contraire, dans la force de couleurs simples, unitaires, primaires, un ordre. C'est exactement le contraire de ce que fait Alexandre. Hein. Il prend essayer de décrire certaines des œuvres présentées dans la galerie, à côté précisément les couleurs, c'est une gageure, c'est quasiment impossible. Et pourtant, c'est une recherche qui va dans le sens de la couleur, de chercher ce qu'il y a vraiment derrière la couleur. Ça veut dire qu'on est à peu près dans le même, dans la même philosophie, j'aime pas beaucoup le mot, mais dans la même conception du monde que chez Bonnefoy, où l'apparence, elle est trompeuse. Voilà. Et qu'est-ce qui va nous aider à sortir de l'apparence, à pénétrer le monde, si tant est qu'il soit pénétrable? Eh bien, c'est d'une certaine façon l'illusion. Alexandre citait très justement tout à l'heure L'arrière-pays, qui est le livre peut-être central de l'œuvre d'Yves Bonnefoy, 1975, L'arrière-pays, la première édition. L'arrière-pays, c'est pas très compliqué. Hein. Tout de suite, il y a une critique de cette idée que quand on se promène quelque part en Italie, ou que sais-je, l'idée que peut-être la vallée où on n'est pas allé, la ville où on n'est pas allé, le pont que l'on n'a pas traversé, que c'est là que quelque chose de réel, la présence se révélerait. Et évidemment, c'est une illusion. Mais c'est une illusion qui est vécue et qui permet de vraiment ressaisir ce que peut être vraiment la présence réelle de ce qu'on vit. C'est-à-dire, le voyageur dans l'arrière-pays s'interroge en disant « N'ai-je pas manqué le plus beau paysage en prenant cette route plutôt que celle-ci ?» C'est ce qu'Yves Bonnefoy appelle l'expérience du carrefour, que je pense tout le monde a vécu un jour ou l'autre. Hein. On se dit, on est allé à droite, il faudrait peut-être aller à gauche. Bon. Et c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est tout à fait proche de l'esthétique, c'est un grand mot prétentieux, d'Alexandre. Hein. C'est-à-dire de se lancer dans la peinture d'un arbre tel qu'il a devant pour chercher autre chose qui est caché d'une certaine façon par l'arbre, ce que tu viens de dire, d'une certaine façon, pas tout à fait. Ce que tu dis me pose évidemment la question, mais qui est devant l'arbre? Celui qui le regarde est toujours différent. Donc, je ne suis pas fixe. Et mon regard ne peut pas être un regard objectif. Alors, ce monde extérieur que je ne peux pas le considérer comme quelque chose qu'on peut étudier comme Monet étudie la cathédrale de Rouen, parce que je ne sais pas comment est Monet dans ces cas, mais en moi, la vie évolue. Si elle est juste agitée, ça ne m'intéresse pas. Mais
sont la manière dont une impression habite l'être peut m'amener dans des régions de la perception qui sont des régions intérieures. Il n'empêche, tu dis que tu changes devant le motif. Il n'empêche que on reconnaît ton art entre tous. Il y a quand même une unité de ta recherche. Tes natures mortes, par exemple, c'est une chose qui me frappe beaucoup. D'ailleurs, ça, Bonnefoy l'a plutôt bien analysé dans le livre que citait Jérôme tout à l'heure, par rapport aux natures mortes de Morandi, qui sont d'une certaine façon beaucoup plus extérieures. Le fait que Alexandre peigne ces natures mortes de très près, vous savez, il est agenouillé et il est à 70 cm du motif. Pas du tout comme Morandi. Morandi, il est dans la position habituelle d'un peintre. Il composait, comme d'ailleurs Alexandre compose, son motif, mais se tenait à distance, Morandi. Tandis que toi, tu rentres vraiment. Et je n'ai pas le sentiment, en dépit de ce que tu viens de dire, que tu changes beaucoup. C'est une attitude très, très étonnante, au fond, où le motif, en tant que tel, au fond, disparaît. Que ce soit une cafetière, un pot, que sais-je, c'est pas tellement important. Il faut bien voir que les vies silencieuses, chez Alexandre, c'est vraiment la recherche sur la couleur. Qu'est-ce qu'on fait avec une couleur, un rouge comme ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la vraie couleur? Est-ce que cette couleur n'est pas, telle que je l'aperçois, pervertie par tout un système conceptuel de couleurs que j'ai appris, voilà. Ça paraît compliqué, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Et je crois... Non, je veux bien poser une question parce que donc vous parlez tantôt de l'œuvre de Vie silencieuse et tantôt de l'œuvre d'Arbre. Et en effet, ce partage dans la vie et dans l'œuvre d'Alexandre est très marqué. Et aujourd'hui, plus que jamais, puisque toutes les vies silencieuses sont de l'autre côté de la rue et tous les arbres sont ici. Donc, question naïve. Alexandre, est-ce que ce sont deux œuvres que tu mènes parallèlement ou est-ce que c'est la même œuvre? Est-ce que c'est un entrelac? Quel est l'homme qui fait les pots? Quel est celui qui fait les arbres? De quoi s'agit-il? C'est le même. Je suppose, mais j'aimerais bien des lueurs sur celui. L'arbre est quand même est dehors. Il est dehors et il m'oblige d'ouvrir des mouvements, de m'ouvrir à des rythmes que je ne connais pas a priori. Donc, par exemple, on est en train de préparer maintenant un petit livre avec un éditeur suisse le titre va être, je crois, le danse de la nature.